au rythme du Haut-Jura. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Arbre en surchauffe de notre série La Forêt. Une rencontre passionnante avec un docteur des arbres nous attend. La parole est donnée à un expert pour connaître les menaces qui pèsent sur les forêts du parc naturel régional du Haut-Jura. Changement de décor, on descend à la ville. On se retrouve hors du parc, à Besançon, au siège du département Santé-Forêt, DSF. Aujourd'hui, on va rencontrer Mathieu Mirabel, responsable du département de la santé des forêts pour la Bourgogne-Franche-Comté. Mathieu va nous parler de surveillance des arbres malades, de changement climatique et de choix de gestion sylvicole pour accompagner en douceur la forêt dans cette période difficile. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes en quelque sorte un médecin des forêts ? Oui, on pourrait dire ça, puisque les missions du département de santé des forêts, c'est d'avoir une surveillance sanitaire des forêts publiques et privées au niveau de la France métropolitaine et d'observer en fait tous les dommages qui sont liés aux insectes, aux champignons, aux aléas climatiques, sécheresse, grêle, tempête, etc. Et cette mission de diagnostic conseil, comme pourrait le faire un médecin des arbres, oui, en effet. Donc vous êtes un organisme d'État, c'est bien ça ? Alors, le département de santé des forêts est un service technique du ministère de l'Agriculture qui est hébergé au niveau de la DRAF, rattaché à la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Au niveau national, on est 25 permanents du département de santé des forêts et nos effectifs reposent aussi sur un réseau de correspondants observateurs qui sont des techniciens qui appartiennent à différentes structures publiques et privées. Donc public, l'ONF, privé, le CNPF, les DDT, chambres d'agriculture ou des experts aussi forestiers. Et ces techniciens-là ont 20% de leur temps dédié sur les missions santé des forêts. C'est eux qui vont remonter l'information des propriétaires, des gestionnaires. Et nous, on centralise un petit peu ça, on approfondit le diagnostic avec eux. Et vous, Mathieu, quelle est votre mission en particulier ? Donc là, je suis responsable pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est d'animer ce réseau d'observateurs, 34 correspondants observateurs pour la région. Donc cette animation avec 2 techniciens aussi au niveau du pôle, là à Besançon, et d'exploiter au mieux de ces données-là, de les communiquer, l'exercice qu'on fait aujourd'hui, donc auprès du grand public, des publics plus scientifiques, etc. Et vraiment ce rôle de mission d'interface entre le gestionnaire propriétaire forestier et le monde de la recherche. Il faut bien voir que le DSF est un petit peu une courroie de transmission des observations que l'on fait sur le terrain, des conseils qu'on va prodiguer aux propriétaires gestionnaires, et puis aussi orienter la recherche plus fondamentale ou plus appliquée, notamment avec l'INRAE, pour répondre au mieux aux enjeux d'aujourd'hui. On va revenir à ce qui nous intéresse, la forêt, et quel est son état de santé dans le Haut-Jura ? Alors, l'état de santé, c'est une vaste question de manière globale. En fait, ça va dépendre des essences. Le Haut-Jura, on va avoir dans les essences prioritaires, on va dire au niveau résineux, donc sapin pectiné et épicéa commun. Et au niveau des feuillus, ça va être avant tout du hêtre. Et puis le buis qui sera plus là en accompagnement dans certains peuplements. Depuis 2018, c'est vrai que les forêts du Haut-Jura sont soumises à d'importantes crises sanitaires. La première, ça a été la pyrale du buis en 2017. La pyrale du buis, peut-être rappeler en fait que c'est une chenille qui est originaire d'Asie, qui a été importée via les buis ornementaux et qui en fait s'est diffusée dans le milieu naturel via cette filière ornementale-là, donc des villes vers les campagnes, et là qui a entraîné des dommages assez fulgurants en l'espace de 2-3 ans, avec des défoliations quasi totales. Et la particularité du Haut-Jura, c'est qu'il reste des buis qui sont sains, toujours. Là, on vient de refaire un inventaire autour de Saint-Claude en ce mois de février 2024. Et il subsiste encore des zones où les buis sont sains, où la pyrale ne les a jamais consommés, on ne sait pas pourquoi. C'est surtout les buis qui sont les plus en altitude et qui sont les plus sains aujourd'hui, alors qui ont été les plus difficilement aussi colonisables. Du fait du territoire du Haut-Jura assez reculé, peu habité, donc automatiquement, comme j'ai dit que la pyrale venait des villes vers les campagnes, c'est pour ça aussi que ça a été le dernier territoire, dernier bastion, entre guillemets, moins impacté. Et est-ce qu'on a trouvé un rapport entre aussi les températures et le développement de cette pyrale, de cette chenille ? Alors c'est une bonne question. La pyrale, ou comme tous les insectes, on reviendra sur les scolites, plus il fait chaud, plus leur développement en fait est rapide. C'est-à-dire ils peuvent avoir plusieurs générations de reproduction par an. Comme les scolites, la pyrale, elle peut avoir 2 à 3 générations au cours d'une année. Donc ça, le rôle des températures est certain, mais il n'empêche que aujourd'hui le principal frein de dynamique, c'était la ressource alimentaire. Donc lorsqu'il n'y avait plus de buis, la pyrale s'effondrait.
Mais là, on a un continuum de buis, c'est-à-dire de 400 à 1000 mètres, il y a des buis tout le long. Enfin, il n'y a pas de raison que la pyrale n'arrive pas à les trouver, entre guillemets, puisqu'ils sont en continu. Et malgré cela, voilà, on n'a pas eu d'explication. Il y a eu des recherches qui ont été menées par l'INRAE d'Avignon 2021-2022 sur le périmètre du Haut-Jura pour essayer de comprendre pourquoi cet effondrement des populations de pyrales. Mais malheureusement, en fait, on n'a pas des hypothèses de parasites, de prédateurs, etc. Rien n'a été concluant sur le terrain et aujourd'hui l'hypothèse qu'on privilégie c'est plutôt des fortes températures en 2019-2020 et 2019 notamment où il y a eu des canicules très élevées qui auraient pu enrayer ces populations de pyrales. J'ai débuté par la pyrale du buis parce qu'en fait, sur le buis, une essence patrimoniale importante pour le Haut-Jura au niveau de la filière tournerie, valorisation économique et son impact où aujourd'hui, sur les zones qui sont défoliées en région, on est à plus de 70% de mortalité. Donc en fait, ce taux de mortalité-là, c'est le plus élevé qu'on ait sur toutes les essences forestières, même si le buis est une essence un petit peu annexe, d'où l'impact très fort et fulgurant des bioagresseurs exotiques. Et qu'en est-il des autres essences ? Sur les autres essences, donc, la principale problématique sanitaire actuelle, c'est l'épidémie de scolite typographe sur épicéa. Alors elle a démarré en 2018. On a eu 2 éléments qui ont déclenché l'épidémie dans le massif jurassien. La tempête Eleanor, qui avait entraîné des bois couchés, des chablis, donc qui permettent le développement des scolites, et puis l'enchaînement de stress hydrique important depuis 2018, à l'exception de 2021, donc des sécheresses assez répétées et des températures nettement plus élevées que la normale. Et la particularité de ces dernières années, là, notamment en 2022 et aussi en 2023, c'est que cette anomalie de température, elle a été plus marquée en altitude que ce qu'elle n'a été en plaine. C'est-à-dire il a fait plus chaud que la moyenne en altitude que ce qu'il a en plaine, et il a fait aussi également plus sec que la moyenne en altitude que ce qu'il a fait en plaine. Cette anomalie de stress hydrique a entraîné un affaiblissement sans précédent, on va dire, des épicéas sur cette zone-là, et aussi une explosion au niveau des populations de scolites, puisqu'il faut bien voir que le scolite est avant tout un parasite de faiblesse. Il se développera uniquement si les arbres sont affaiblis par rapport au stress hydrique. Alors, juste pour faire le comparatif avec la pyrale, le scolite, lui, il n'est pas d'origine exotique, mais il se trouve naturellement en France. C'est bien ça ? Exactement. Donc, la pyrale du buis est un insecte bioagresseur exotique, originaire d'Asie. Le typographe, qui est essentiellement le principal scolite qui attaque l'épicéa, lui est parfaitement autochtone, donc il a toujours coévolué avec l'épicéa commun. Donc le fait qu'on ait des épidémies de scolites, en fait on en a une tous les 10 ans. Enfin, depuis que le DSF existe en 1989, on a eu des grosses épidémies de scolites tous les 10 ans. Voilà, c'est quelque chose qui est normal dans le fonctionnement de l'écosystème forestier. Aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on est sur une épidémie qui dure plus longtemps que celle qu'on connaissait par le passé et qui est plus impactante en termes du taux de mortalité au niveau des pessières sapinières du massif jurassien. On estime, là, en ce fin 2023, on est à peu près à 10% de la ressource résineuse du massif jurassien qui est morte en lien avec les attaques de scolites, que ce soit sapin pectiné ou épicéa commun, même si les scolites du sapin pectiné sont d'autres espèces. Il faut bien voir, comme le scolite est un organisme autochtone des forêts, en fait, il a tout son cortège de parasites et de prédateurs qui est naturel aussi, naturellement présent dans l'écosystème forestier. Donc, plus l'épidémie de scolite dure, plus ce cortège de prédateurs ou de champignons, de viroses, etc., va aller en augmentant. Donc, ça participera en quelque sorte à une autorégulation de l'épidémie. Mais même ça, aujourd'hui, la dynamique des prédateurs ou des parasites ne sera jamais aussi forte que ce qu'est la dynamique de population des scolites, où ce que je disais, ça peut atteindre 2-3 générations par an, 3 générations en plaine, 2 en altitude, dans des années très chaudes. Et les prédateurs aujourd'hui n'arrivent pas forcément à suivre cette dynamique très forte. Mais ils contribueront à diminuer cette épidémie-là. Le scolite, il profite des faiblesses des arbres, donc la hausse des températures et les sécheresses à répétition sont des critères qui risquent d'accentuer l'épidémie. C'est bien ça ? Comment est-ce qu'on peut agir face à cela ? Donc les conditions météorologiques restent le premier facteur de régulation au niveau de l'épidémie. Il n'empêche qu'on peut intervenir, propriétaires gestionnaires peuvent intervenir pour essayer de limiter cet impact de l'épidémie, on va dire le niveau du pic de l'épidémie puis sa durée dans le temps, avec des mesures de lutte, ce qu'on dit, mais de lutte préventive et lutte active. Alors lutte préventive, en fait, ça consiste tout simplement les bois qui sont exploités normalement en forêt, les bois verts, les épicéas verts, c'est de ne pas les laisser bord de route trop longtemps.
longtemps pour qu'ils ne soient pas colonisés en fait par les scolites et que ça entretienne un niveau de population important. Donc ces bois verts, soit ils sont écorcés au sein des parcelles, ce qui permet de maintenir la minéralité au niveau des sols, soit ils sont exportés assez rapidement au niveau des scieries. Donc ça, c'est vraiment l'aspect préventif sur les bois verts. Et puis après, on a l'aspect lutte vraiment curative, donc c'est-à-dire essayer de diminuer les populations de scolites sur des arbres qui en sont porteurs. Donc là, tout l'enjeu, c'est de détecter suffisamment tôt les arbres attaqués et de les exploiter, de les écorcer ou de les sortir de la forêt assez rapidement. Comment on détecte une attaque de scolite de façon précoce ? La détection précoce, en fait, elle se fait uniquement sur le terrain. On dit une détection à la sciure, c'est-à-dire que lorsque le scolite attaque des arbres, il va perforer l'écorce, donc émettre une sciure rousse qu'on va retrouver au pied des arbres, et on saura que ce sont ces arbres-là qui sont en cours d'attaque, et donc ces arbres-là qui devront être exploités rapidement. On parle d'un délai en altitude, on sera plutôt sur un délai de 2 mois en règle générale. Alors tout dépend de ce que je disais, les températures, plus il fera chaud, plus le cycle de développement sera accéléré. En plaine, on peut avoir un développement en plein été en 4-5 semaines. En altitude, on sera plutôt sur 2 mois, voire davantage, selon les conditions météorologiques. Donc après, c'est vraiment une course contre la montre. Une fois que les bois sont détectés, donc sur le terrain, de les exploiter et de les sortir des forêts assez rapidement. Mais c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, non ? Donc comment on vérifie tous les arbres ? Alors, pour aiguiller en fait, les zones sur lesquelles ces prospections doivent être menées, il y a un suivi qui s'effectue par télédétection de cette épidémie-là de scolite. Alors, télédétection, ça signifie qu'on utilise les images satellitaires que l'on exploite avec un algorithme qui s'appelle FORDED, qui a été développé par l'INRA de Montpellier, qui permet donc d'identifier de manière cartographique, avec des actualisations tous les 1 à 2 mois, les zones, les foyers de scolite avec les arbres morts. Et on sait qu'en règle générale, les nouvelles attaques de scolite ont lieu dans un périmètre à peu près de 500 mètres autour de ces anciens foyers. Donc ça permet aussi sur des forêts, sur les plateaux notamment, où on n'a pas forcément une vue comme sur des versants et c'est compliqué finalement. On entre dans la forêt mais on ne sait pas où on va. Si on dispose déjà de ces cartes actualisées de manière assez régulière, on peut orienter la prospection et savoir quelles zones de forêt sont plus ou moins impactées. Ces données-là, on les fournit au niveau des SF de manière régulière à tout propriétaire gestionnaire qui le souhaite. Est-ce que la forêt du Haut-Jura, elle va évoluer ? Et si oui, comment ? Et sur quoi est-ce qu'on peut intervenir ? Donc la forêt du Haut-Jura va évoluer, elle évolue aujourd'hui assez rapidement, donc en lien avec ce qu'on appelle nous, les changements globaux qui englobent à la fois les bioagresseurs exotiques et puis le réchauffement climatique par rapport à l'épidémie scolite qui est accentuée par celle-ci. Le massif jurassien est aujourd'hui le massif qui est le plus impacté en 2023 par cette épidémie scolite au niveau national. Alors pourquoi ? Du fait aussi d'une présence de l'épicéa assez monospécifique sur d'importantes surfaces. L'épicéa est naturel dans le massif jurassien. Les pessières sont implantées là depuis les dernières glaciations. Alors à une altitude plutôt au-delà de 1000 mètres. L'épicéa a été installé un peu plus bas, sur le second plateau, voire le premier plateau, voire les secteurs de plaine. Et en fait, ces surfaces importantes d'épicéa qui ont été implantées en dehors de l'optimum écologique, et puis aussi l'épicéa qui était largement favorisé dans le Haut-Jura au détriment du feuillu, etc., fait que en fait, le scolite a trouvé un énorme garde à manger pour se développer. Et ça constitue un facteur aussi important de vulnérabilité de ces peuplements-là. Plus un peuplement est monospécifique, plus il manque de résilience par rapport aux bioagresseurs, que ce soit autochtones ou exotiques. C'est valable pour toute essence et pour tout milieu. Voilà, donc la forêt va évoluer vers une plus grande diversité. Ça, aujourd'hui, tout propriétaire gestionnaire l'a bien en tête, au gré des risques qui pèsent sur la forêt, ce que je disais par rapport au réchauffement climatique et aux bioagresseurs exotiques. Donc le mélange des essences va s'accentuer. Donc certainement une forêt jurassienne qui sera plus feuillue qu'elle n'est aujourd'hui, donc avec plus de hêtres, voire du chêne qui arrivera à monter, et d'autres essences d'accompagnement qui étaient un petit peu peut-être négligées, l'érable sycomore, les tilleuls, des choses comme ça. Une forêt qui puisse quand même s'acclimater au moins sur du court moyen terme. Ça, c'est aussi un facteur de vulnérabilité importante des forêts du Haut-Jura, c'est qu'elles ne sont pas habituées au stress hydrique. Donc aujourd'hui, de fait de connaître des stress hydriques, on sait que les arbres, sur du court terme, ont une capacité d'acclimatation. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer leur croissance, ils vont faire un peu plus de racines, etc. Donc on peut imaginer que c'est un petit volet. Après, c'est le réchauffement climatique, on est sur des ordres de grandeur de 5-6 degrés à l'échelle de 2100, l'acclimatation ne suffira pas d'elle-même.
Un facteur qui ne changera pas dans le temps, c'est les sols superficiels du massif jurassien, ces sols karstiques, donc peu de réserves en eau. C'est quelque chose, un paramètre sur lequel on ne peut pas intervenir. Et donc dans tous les cas, si les sécheresses venaient à s'accentuer, il est certain les essences seront des essences plus adaptées à la sécheresse, mais qui aussi auront une croissance nettement moindre. Après, on sera un peu plus similaire à ce qu'on a dans les Grands Causses, secteur de la Lozère-Aveyron. Au final, le massif jurassien et les Grands Causses, c'est les mêmes socles karstiques. Et la seule différence, c'est les températures et la répartition des pluies au cours de la saison. Et là, il y aura peut-être d'autres essences ou aussi le rôle du propriétaire gestionnaire qui peut être aussi d'enrichir cette diversité par l'introduction de nouvelles essences qui ne sont actuellement peu ou pas présentes sur le massif jurassien, comme des pins noires, du cèdre, qui permettront de diluer le risque au niveau de la gestion forestière. Vous avez parlé d'introduire potentiellement de nouvelles espèces ou d'enrichir les peuplements, mais est-ce qu'on pourrait se diriger vers une gestion en plantation, comme on peut voir par exemple dans le Morvan, pour la forêt du Haut-Jura ? Alors, ce que je disais, la forêt du Haut-Jura a cette spécificité aussi d'être implantée sur des sols superficiels karstiques, donc ce qui fait que la plantation ne pourra pas s'opérer sur la majorité des sols du Haut-Jura, du fait il faudrait percer le caillou pour implanter des plants, donc ce qui est difficilement réalisable. Du coup, la régénération naturelle sera, de toute façon, la méthode certainement largement majoritaire de renouvellement des forêts haut-jurassiennes. Et là, l'action du sylviculteur, ce sera vraiment de jouer sur cette régénération naturelle-là pour augmenter la diversité par rapport à ce que l'on a aujourd'hui de manière majoritaire, où on a avant tout de l'épicéa, donc retravailler au profit d'autres essences, plus de sapins peut-être en altitude, et après dans les feuillus, entre le hêtre, le chêne, le tilleul, l'érable sycomore, il y a quand même une diversité qui est déjà présente. Comme le tilleul, mettons, on sait que des tilleuls, finalement, dans le Haut-Jura ou même sur le second plateau, il y en a un peu, mais pas beaucoup, parce qu'au gré de la sylviculture, ça s'est un petit peu perdu. Donc là, il peut être nécessaire de réintroduire des essences comme ça par plantation, et qui sont autochtones, mais qui sont peu présentes aujourd'hui, et donc d'enrichir, d'accélérer cette diversité. Donc on a beaucoup parlé de l'état de santé des résineux, l'épicéa en tête, des buis aussi, mais qu'en est-il du hêtre ? Parce que lui aussi, il vit le changement climatique au même titre que les autres essences. Donc le hêtre, qui est l'essence feuillue majoritaire d'altitude, donc on a depuis 2019, on a des dépérissements de hêtres qui affectent la région, Bourgogne-Franche-Comté. Alors avant tout sur les secteurs de plaine, on a eu des premiers dépérissements selon un axe Grès-Belfort en 2019, qui avait été assez brutaux et massifs, qui étaient assez inédits dans leur ampleur. Aujourd'hui, on est plutôt sur une phase de stabilisation de ces dépérissements-là. Étonnamment, on aurait pu s'attendre à une aggravation en lien avec le cumul des stress hydriques. Et finalement, sur ces secteurs de plaine, on est plutôt sur une phase globale stabilisée, à voir dans la durée, avec des taux de mortalité qui sont significatifs, mais qui restent faibles. On est aux alentours de moins de 1% annuellement, donc ce qui est plus que d'habitude, mais on n'est pas sur des taux comme la pyrale à 70%, ou sur ce que je disais sur les résineux, aujourd'hui on est à 10% de la ressource atteinte, donc des choses qui vont moins vite quand même en termes de mortalité sur le hêtre que sur les autres essences résineuses, du fait que le hêtre, les bioagresseurs de faiblesse qui l'atteignent, il y a des scolides, des champignons, ou d'autres insectes, des agriles, sont vraiment des parasites d'extrême faiblesse et qui ont une dynamique de population moindre et un peu moins agressive que les scolides sur épicéa ou sapin. Donc c'est pour ça que c'est une essence sur laquelle on a une dégradation aujourd'hui qui est réelle, on le voit dans nos suivis systématiques au niveau des SF, y compris les hêtrés d'altitude. Là, on a pu avoir en 2023 des dépérissements ponctuels jusqu'à 900 mm dans le Haut-Jura. Alors, avant tout sur des sols très superficiels, des versants exposés à la lumière, on va dire des zones très contraignantes sur le plan hydrique. Pour l'instant, sur le hêtre, on a une dégradation, mais qui n'est pas avec des taux de mortalité importants et une dégradation aussi rapide que ce que l'on peut avoir sur les résineux. Mais effectivement, c'est une essence qui reste sensible au stress hydrique, qui est avant tout une essence qui a besoin d'humidité, de fraîcheur. Pareil, sur du court terme, on peut espérer une certaine acclimatation. Après, sur du moyen-long terme, si le réchauffement climatique est annoncé tel
Là, on sait que ça sera compliqué pour le hêtre, mais c'est pas une essence qui a rayé, qui disparaîtra. C'est une essence toujours à maintenir. Ce que je disais, toujours de manière non monospécifique, en diversifiant pour pas avoir tous les œufs dans le même panier, puis avoir une forêt la plus résiliente possible. C'est vrai que pour les hêtres, par exemple, en 2022, quand on a eu un été très sec, on a vu les épicéas se détacher dans le paysage, mais on voyait aussi les hêtres roussir. On se croyait en automne, alors qu'en fait, on était au 15 août ou dans ces eaux-là. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est un mécanisme qu'ont les feuilles et que n'ont pas les résineux. Lorsqu'ils sont soumis à un stress hydrique important, donc ils vont faire tomber leurs feuilles prématurément pour arrêter leur transpiration. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ces arbres qui rougissent prématurément dès le mois d'août, ou ce qu'on a pu observer en 2022, ça ne pronostique pas des dépérissements au printemps suivant. Le rougissement, c'est un mécanisme de survie. Alors après, si le stress hydrique perdure, on peut avoir d'autres aspects, phénomènes de cavitation embolique qui altèrent les branches, voire les troncs. Ce qui s'était passé en 2018, avec vraiment un aléa climatique qui était hors norme. Mais en règle générale, après un rougissement foliaire, au printemps suivant, les arbres arrivent à reverdir et on n'a pas de dépérissement massif de manière systématique. Donc pour le gestionnaire propriétaire, il faut aussi être prudent par rapport aux symptômes immédiats sur les feuillus. Les rougissements résineux, en règle générale, c'est plus binaire, même si on peut avoir des cas particuliers, notamment avec les pins. Mais sur l'épicéa, un épicéa qui rougit, en règle générale, c'est qu'il est mort. Eh bien, merci Mathieu. On en sait plus sur la santé de nos forêts, qui sont menacées par le changement climatique et les bioagresseurs. Donc elles vont évoluer face à ça, mais des choses sont à mettre en place pour les accompagner, notamment avec la gestion forestière. Et j'ai cru comprendre que la clé était la diversification des forêts. Complètement. S'il y a un maître mot à retenir, c'est celui-ci. Diversification, en lien avec toutes les inconnues qui planent au-dessus des évolutions de la forêt et des écosystèmes de manière large. Merci pour votre écoute, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à suivre la série Forêt pour en savoir plus sur les scolytes et leur cycle biologique. Alors à bientôt! Un podcast proposé par le Parc naturel régional du Haut-Jura avec le soutien des régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.